Shit. C'est une merde comme moteur, Atala. Goddamn right. Yeah. Non de Zeus. Si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. You are a slave, Neo. Tiens. Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Padois, graphiste et motion designer montpelliérain, avec qui nous allons explorer le thème de la mise en abîme. Mathieu, bonjour. Eh bien, bonjour Mathieu. Ravi de t'avoir avec nous sur ce plateau. À tes côtés, nous retrouvons également Ludwig Aublin, Ludwig qui rejoint l'équipe de La Claque. Bonjour Ludwig. Et salut. Nous avons également la chance d'avoir Benjamin Darros, graphiste et monteur à Montpellier. Et enfin, salut, Jordan, qui est spécialiste des relations franco-américaines et chargé de communication. Hello, je suis un homme heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci Jordan. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer l'émission en musique, puisque tu es venu avec un titre que tu souhaites nous faire découvrir, Mathieu. C'est un son qui s'appelle Break, du groupe Sonlux, et c'est parti. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette musique que l'on vient d'entendre ? Alors, donc il s'agit de Sonlux. C'est un groupe, à la base c'est plutôt une personne qui s'est entourée de musiciens. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps, parce que je suis relativement vieux finalement, que j'ai rencontré, je dirais, aux années 2010, dans ces eaux-là en fait, et il vient d'un label qui s'appelle Anticon, qui est un label américain, et c'est des gens qui ont commencé à faire du hip-hop, mais sur des instrumentales qui étaient vraiment électroniques. Okay. Et qui ont commencé justement à amener cette espèce de nouvelle vibe où on s'est mis à rapper justement sur des choses électroniques. D'accord. Et voilà, et donc ce type vient de là. Ils sont français ? Pardon. Ils sont français ? Non, pas du tout.
D'accord, donc Non, tu non. les as rencontrés. Ah non, j'ai rencontré sa musique, je veux dire, j'ai pas rencontré ok, les types, j'ai excuse-moi. rencontré vraiment sa musique. Parce que lui, il a vraiment, Sonlux, dans ce groupe, il avait vraiment une place particulière parce que justement, c'est ce qu'on vient d'entendre sur le morceau qu'on a écouté, c'est que ces morceaux sont très orchestraux. Alors, il s'avère que ce morceau, il sonne pas hip-hop dans l'album qui s'appelle. Bon, vous chercherez sur internet. Dans cet album, il y a des morceaux qui sont aussi orchestraux, mais qui sont avec vraiment des kicks hip-hop et Oui. même un phrasé hip-hop. C'est vrai que c'est pas vraiment une vibe Non, hip-hop là. pour le coup, pas sur ce morceau. Bon. Euh, Et effectivement, tu aimes travailler en musique, toi. Ouais, alors moi la musique, ouais, c'est quelque chose voilà, ça m'accompagne depuis le début. D'accord. On va peut-être un peu parler de ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de mise en abîme. Est-ce que je peux te demander, Mathieu, quand est-ce que tu as commencé à manifester un intérêt pour l'art et pour la création artistique ? Alors, bon, on a déjà vaguement évoqué le sujet ensemble, mais voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui était passionné par le fait de bricoler, dessiner, construire des choses, produire des choses. Je faisais du théâtre quand j'étais plus jeune, voilà, enfin... Donc le côté manuel, la pratique. Ouais, voilà, le Ouais. fait de le bricolage, ça m'a toujours intéressé. Je sais pas, enfin... Quand je dis bricolage, c'est au sens, finalement, lofi. Ouais. Du truc, c'est-à-dire récupérer avec un bout de carton. Je me souviens que mon frangin, on faisait de faux ordinateurs avec des boîtes de chaussures en carton. Enfin, voilà. Et j'ai toujours finalement, je crois que ce que je préfère finalement, c'est la force de l'imagination. C'est-à-dire qu'avec 3 bouts de ficelle et un bout de bois, on peut imaginer. Et c'est la force des enfants Bah ouais. d'ailleurs. Ouais, ouais. Et quand t'étais enfant, tu peignais, tu dessinais ou... Alors ouais, j'ai toujours dessiné. Ouais, c'est toujours un truc qui m'a accompagné toute ma vie. T'as pris des cours ou tu étais juste en autodidacte ? Non, en autodidacte. Après, j'ai bien accroché. Alors, on rencontre ça au collège, pendant Ouais. sa scolarité. Donc, j'ai bien aimé les cours, justement, d'art plastique au plastique. collège, voilà. Et finalement, ce qui m'a fait prendre cette option au lycée. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pris l'option art plastique. Et tu te considérais comme artiste à l'époque ? Enfin, c'est un peu particulier comme question d'ailleurs. Est-ce que tu te considères comme artiste aujourd'hui ? Mais est-ce que tu avais la fibre artistique, à ton avis, déjà en étant jeune ? Alors, ça, c'est des questions qui sont compliquées. Ouais. Parce que ça intègre forcément des notions de valeur et du coup marchandes. Oui, Voilà. oui. Et moi, ça m'intéresse. Enfin, bon, pour être totalement sincère, et vu qu'aujourd'hui je suis complètement déconnecté de ce milieu, ça m'intéresse très peu, en fait, de savoir D'accord. si t'es artiste ou pas artiste. Enfin, finalement. Je parle dans l'imaginaire collectif, cette notion d'artiste qu'on a, c'est vraiment le désir de créer, de s'exprimer au travers justement de l'art. Est-ce que tu l'avais déjà en étant Alors, je pense que adolescent ? c'est ça. Je pense que finalement, c'est l'envie de s'exprimer. Ouais. Ouais. Enfin, je veux dire, je suis pas quelqu'un de forcément. Je suis plutôt un taiseux, pas quelqu'un qui va s'étaler pendant des heures en discussion, même si je fais une émission de radio aujourd'hui. C'est ça qui est relativement intéressant. Et finalement, c'était un moyen, ouais. 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 D'accord. Et tu te rappelles de la première création qui t'a permis de t'affirmer justement dans ce que tu faisais, où tu t'es dit « Ah, là, j'aime ce que je fais et j'ai envie de continuer ». Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a eu vraiment genre à l'adolescence où j'ai refait des tableaux, où j'ai refait des bandes dessinées, de la copie, du pillage, je veux dire, basiquement, mais c'était bien fait. Du coup, les gens me disaient « Oh là là, t'as un petit talent ». Ouais. Voilà, donc ça finalement c'était une des premières réussites. Et la deuxième, je pense que c'est au lycée, je pense plutôt vers la terminale. Parce qu'en effet, avant la terminale, on n'a pas rencontré la philo. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui naissent aussi. Bon, bref, on est plus jeune, donc, enfin bon, on met moins dans notre travail artistique finalement. Enfin bon, bref. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on mûrit et on C'est s'ouvre ça. à d'autres choses. Il y a quand même cette notion où à un moment, on fait plus pour faire, mais pour montrer. Ouais. Et voilà. Bon, bref. Et voilà, donc je pense que, ouais, basiquement, je pense que c'est en terminale. Je pourrais pas être complètement précis par rapport à ça, mais C'est voilà. là où tu t'es ouvert un peu plus à l'art. Et derrière, t'as embrayé directement. j'étais déjà sûr à ce moment-là. Ouais. Pour être très sincère, en fait, suite à mon bac, j'ai postulé qu'à une école, Qui était... qui était les Beaux-Arts. D'accord. Voilà, j'ai fait une école, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas envie de faire autre chose. Tu étais au Mans. Hein. Ouais, j'étais au Mans. Donc, du coup, naturellement, j'ai été à l'école du Mans. Et je me suis pas posé la question, je veux dire, c'est ça que je voulais faire. Donc, j'avais pas besoin d'aller faire 36 concours, j'avais pas besoin de. Voilà, c'est ça que je voulais faire, je voulais réussir à faire ça. Voilà, donc je me suis inscrit au concours. C'est assez rare, cet âge-là, d'être si sûr, d'avoir une certitude profonde de ce qu'on veut faire. Ouais, mais c'est Tant mieux. c'est difficile. Enfin, je peux pas rentrer sur une psyché. Parce que, bon, en plus, à cet âge-là, c'est particulier aussi. Mais en tout cas, il se trouve que dans mes souvenirs, j'ai été déterminé D'accord. et que de toute façon, je voyais pas vraiment d'autre échappatoire au final.
Échappatoire peut-être Ouais, non, mais un peu bon. dur. Mais d'ailleurs, on avait un petit peu parlé en amont de l'émission de ton parcours aux Beaux-Arts. C'est quelque chose qui t'a profondément marqué. Tu m'as expliqué que c'était vraiment une école de la vie, en fait, que tu recommandais presque à tout le monde. Alors ouais, c'est ça, c'est que basiquement, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être obligatoire pour tout le monde, en fait. Tout comme on a pu dire à une époque que finalement le service militaire était très formateur socialement, enfin bref, je pense que en gros, la première année à l'école des Beaux-Arts, on vous offre juste des moyens. Voilà. Et on vous laisse libre, voilà, de réfléchir sur ce que vous êtes, ce que vous voulez. Il n'y a pas papa, maman pour vous accompagner, il n'y a pas les Non, professeurs en plus, qui prennent la main. Voilà, enfin, bon, c'est peut-être particulier à l'école du Mans en tout cas, mais il y avait une vraie déconnexion. Moi, je pense que c'est aussi vrai finalement à la faculté. Enfin, on passe aussi du lycée où on est un peu accompagné, un peu encadré, aussi à quelque chose de plus industriel, pas dans le sens négatif de la chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas aux Beaux-Arts un petit esprit de groupe qui n'aurait pas dans la faculté ? Voilà, peut-être que, bon, déjà c'est plus petit. Forcément, vous étiez combien on était une centaine, je pense, d'élèves. Voilà. Et oui, il y a une espèce d'idée de la fratrie comme ça, en effet, la connivence artistique, je sais pas comment on peut. Bon, après, le milieu de l'art marche énormément comme ça aussi, par le réseau, donc voilà, c'est ça qui facilite la chose. On va Mais dire. à cet âge-là, c'est génial en fait pour s'ouvrir aux autres et justement pour s'ouvrir. Ouais, parce que on a besoin du regard des autres. Ouais, et puis je veux dire, il y a une vraie volonté et il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'on vous pousse à vous mettre à poil et on vous dit non mais vas-y. De toute façon, t'es noté là-dessus. Non mais en tout cas, voilà, c'est une vraie liberté et c'est super intéressant à ce moment de la vie. Je trouve que moi, ça m'a libéré sur plein de choses. Ça m'a vraiment permis de m'exprimer. Ça m'a aussi permis de me retourner sur qui j'étais et ce que je voulais faire de ma vie. Parce que ouais, voilà, on s'interroge aussi sur souvent les grandes questions de la vie entre guillemets, en tout cas sur voilà. Sur son devenir aussi. Ouais. Sans personne qui vous juge derrière. En tout cas, pas négativement. Aux Beaux-Arts, tu as eu des mentors ? Alors, bon, j'ai toujours un problème avec ce mot mentor, mais bon, en tout cas, oui, j'ai... Des gens qui t'ont inspiré. Il y a des gens qui m'ont inspiré, ça, oui, ça qui forcément. Qui t'ont conforté peut-être dans la voie que t'as prise aussi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est pas forcément marrant, mais c'est pas forcément que des professeurs. D'accord. Ça peut être aussi des élèves. Ah, ou des intervenants, ouais. Mais il y a des élèves, ouais. Enfin, le binôme, enfin en tout cas les travaux de groupe, en tout cas aux Beaux-Arts, sont encouragés parce que finalement dans le monde de l'art il existe des couples ou des gens qui travaillent à plusieurs. Et c'est vrai que cette émulsion, enfin voilà, on est bercé par ça tous les jours. Moi je suis tombé avec des gens, notamment avec un de mes camarades là, avec qui je m'entendais vraiment très bien, on était vraiment sur la même longueur d'onde, enfin, et il se passait des choses extraordinaires. Ouais, c'était vraiment fou, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'exerces ton métier aujourd'hui, justement est-ce que tu crées toi-même, même en dehors de ton métier, ou est-ce que c'est finalement tu as un regard critique sur l'art et tu es plus dans une réception de l'art ? Alors, bon, je suis à un moment de ma vie un peu particulier, puisque j'ai eu des enfants assez récemment, donc c'est un peu, ça bouleverse un peu les habitudes, mais je suis quelqu'un déjà de très consommateur d'art. Je vais sous toute forme. Sous toutes ses formes, ouais, j'y vais, faut y aller. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que quand on va voir directement. Enfin, c'est vrai. Voilà, ça, je suis désolé, mais il faut y aller. Et puis c'est toujours intéressant. Enfin, je veux dire, on ressort jamais vide d'une exposition, même si on n'est pas intéressé foncièrement par l'artiste, son travail. J'ai eu des tas d'expositions qui m'ont fait chier. Ouais. Mais ça n'empêche pas que on en tire un enseignement, quelque chose. Enfin. Donc on ressort jamais vite, donc moi voilà, j'y vais toujours. Après ma production, bon, elle est forcément très limitée puisque finalement c'est mon travail au jour le jour, donc c'est plus dans un cadre de production. Bon, c'est plus compliqué de s'y remettre après le travail, voilà. Très concrètement, mais ça n'empêche pas de faire des petites choses de temps en temps. On va embrayer justement sur la façon dont tu découvres les œuvres avec cette claque avec laquelle tu es venu aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette œuvre ? Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît ? Alors, je peux tout à fait vous la présenter. Donc, moi, ma claque personnelle, ça sera un lieu commun. Mais c'est les Ménines de Velázquez. Ouais. Donc voilà, je dis que c'est un lieu commun parce qu'en effet, c'est un tableau facile. Qu'est-ce que tu entends par facile ? Facile, je sais pas. Justement, c'est sa force. C'est que finalement, il marque tellement l'esprit et le regard que les gens le retiennent. Et que finalement, il est rentré dans une espèce comme ça de mythologie des tableaux comme la Joconde ou la Liberté guidant le peuple, voilà, qui sont des tableaux
que je qualifierais de populaires. Ils sont entrés dans le patrimoine, en tout cas. C'est pas un terme culturel de tout négatif, le monde. mais voilà, c'est des gens, Je c'est vois. des tableaux que les gens peuvent identifier. Je vois. Tu peux nous le décrire un petit peu, ce tableau ? Alors, je peux vous le décrire complètement. J'en ai même une photo sous les yeux. Très bien. Donc, on est dans l'atelier du peintre. On a devant nous un groupe de 6 personnes. C'est ça, 6 personnes au premier plan. Et au fond, on distingue un mur sur lequel il y a des tableaux. Il y a un miroir et il y a une porte entrouverte dans laquelle on distingue un personnage à contre-jour. Et donc, au premier plan, dans ces 6 personnages, le personnage de gauche, il se trouve que c'est le peintre. Donc, il a devant lui une énorme toile et il nous regarde. Ouais. Donc voilà, et si on analyse rapidement le tableau, il se trouve qu'on est en train d'observer l'infante, alors comment elle s'appelle déjà ? Là, en fait, c'est la prétendante au trône d'Espagne C'est ça. à l'époque. Margaret, bon bref, peu importe, et on est en train de l'observer, qui elle-même regarde ses parents, le roi et la reine, qui sont en train de se faire peindre par l'artiste qui est sur la gauche. Et donc au D'accord. fond, dans le miroir, distingue. On précise bien que toute cette scène, d'ailleurs, se distingue dans la partie basse du tableau. Hein. Oui, il y a une très... C'est ça, c'est-à-dire que c'est un faux carré vertical, c'est-à-dire qu'il est un peu plus haut qu'il n'est large. C'est ça. Et donc, en effet, il y a quasiment 2 tiers d'air au-dessus d'eux. Mais ce qui nous permet aussi de distinguer les tableaux. D'accord. Puisque c'est une partie intéressante de ce tableau en lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans le monde du peintre, on est dans son atelier. C'est ça. On est dans l'atelier de Velázquez, on a des tableaux et... Alors, tu vas nous parler peut-être d'une des particularités les plus intéressantes. On distingue un miroir. Ouais. On distingue un miroir et dans ce miroir, on aperçoit le reflet donc, des gens qui sont en train de se faire peindre par Velázquez. Et donc, c'est la reine et le roi. On suppose. Hein, On suppose, puisque, oui. effectivement, Alors, il y a plusieurs interprétations, C'est ça, voilà, cette histoire d'angle, de perspective. Est-ce que Velázquez serait en train de peindre l'infante ? Est-ce que Velázquez serait en train de peindre le couple, en train de regarder l'infante posée ? C'est libre à interprétation. Alors, plus ou moins, ça a été débunké. Ah oui ? Ouais. Alors, raconte-nous. En fait, il se trouve que la conservatrice du Prado l'a passé au rayon X. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, a découvert que dans un premier temps, c'est un portrait de l'infante et des Ménines. Oui. Donc lui, Velázquez n'est pas sur la gauche. Et pareil, au fond, il n'y a pas le tableau, il n'y a pas le miroir et il n'y a pas la porte. Et qu'ensuite, dans un deuxième temps, il est venu s'ajouter, donc voilà. Là où la mise en abîme arrive. Voilà, c'est ça. Finalement. Donc, un tableau en 2 temps. Parle-nous un peu de cette claque. Comment elle est arrivée ? Comment tu l'as rencontré, ce tableau ? Comment tu l'as découvert ? Alors, en 2 temps. La première, je pense que c'est celle que plus ou moins tout le monde a vécu. C'est quand même un choc visuel. En fait, la première fois qu'on la découvre, que ça soit moi, la première fois, j'ai découvert dans un livre, dans un manuel. Voilà. Mais finalement, déjà, l'attraction fonctionne, quoi. Je veux dire, la composition, l'instantanéité aussi. Enfin, C'était adolescent à l'époque. Oui, j'étais au lycée. D'accord. Sûrement en histoire de l'art. Mais ouais, on est frappé par l'instantanéité. Enfin, c'est presque un cliché photographique. C'est vrai. Comme si, en fait, il venait juste de lever le regard et on prend la photo. Donc déjà, je trouve que la force des regards, la force de la mise en scène, le setup, le fait qu'il nous regarde, on est le peintre, ça, c'est jouissif, je veux dire, intellectuellement. Et puis en plus, toutes ces qualités, je veux dire, techniques, issues de Velázquez, la composition, la couleur, la touche. C'est un tableau, on ne peut que quand on est amoureux, quoi. D'accord. Et donc, la deuxième fois, c'est au Prado. Ouais, tu l'as découvert au Prado. Et là, c'est le deuxième choc, c'est sa taille. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait, comme on l'a évoqué, un peu plus de 3 mètres de haut. C'est ça. C'est impressionnant C'est pour ça. l'époque. Et d'ailleurs, Velázquez, tu me dis, il a une technique bien particulière, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'esquisse. Non, alors Velázquez, c'est ça. Alors bon, c'est toujours dans la légende, bref. Mais a priori, oui, c'est quelqu'un qui fait très peu d'esquisses, voire pas du tout d'esquisses, et qui attaque à la peinture directement sur le tableau. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui... on peut l'évoquer rapidement son histoire. En fait, il est peintre du roi à la cour, en fait. Donc, il a une place relativement aisée. Il va y rester 40 ans. Et il pratique son art majoritairement en peignant des tableaux de la famille royale. Et c'est quelqu'un qui, finalement, excelle techniquement. C'est vrai. À une époque, en fait, où la peinture est considérée comme un art mineur, devant la poésie, derrière la poésie, derrière la musique. Et finalement, je pense que Velázquez est resté dans cette espèce de place confortable pour défendre
son art et sa technique et sa maîtrise finalement. Et Les Ménines, c'est un peu un aboutissement justement de ce travail, c'est-à-dire que par ce tableau, il montre sa virtuosité, son intelligence et sa force de composition, enfin je sais pas comment dire, de création quoi. C'est vraiment un objet. Enfin c'est à l'époque en plus. Enfin il faut se mettre dans le contexte où il y a très peu d'images. Enfin je veux dire les gens qui passaient devant, c'était du quasi-réalisme. Oui. Quasiment. Enfin c'était quasiment la notion de réalisme. D'ailleurs on en a un petit peu parlé avant l'émission. Elle touche énormément les personnes qui regardent le tableau. On peut pas ne pas être happé par ce tableau. Clairement les gens sont estomaqués. Enfin voilà et puis bon à l'époque on est dans la peinture italienne aussi très classique. On est vraiment à la recherche justement de cette carnation. Enfin on essaie de matérialiser le corps parce que finalement à cette époque aussi et j'en profite pour le placer. C'est aussi une réflexion sur espèce de cosmogonie, qui sommes-nous, où allons-nous, enfin les premières questions comme ça qui commencent à naître, notre place dans l'univers, enfin voilà donc on matérialise aussi l'homme, enfin finalement pour se rassurer, sûrement quelque part, enfin pour lui donner chair. Donc on est vraiment dans cette idée qu'il faut coller à la réalité. C'est vrai. On va parler un peu plus de la mise en abîme quand même pour conclure sur cette œuvre et parler un petit peu de la place du peintre, comment il se représente et qu'est-ce que ça implique en fait dans cette œuvre, en quoi ça la rend encore plus puissante que Velázquez finalement se soit peint. Ouais. Alors il y a plus. Alors bon, encore une fois, il y a plusieurs interprétations. C'est toujours pareil. Enfin, l'histoire de l'art, c'est toujours la même chose. Finalement, c'est l'avis de celui qui regarde, hein, éventuellement. Évidemment. Moi, je resterai sur l'interprétation qui a d'ailleurs été évoquée par Foucault, qui est justement cette espèce de questionnement sur finalement la place de l'homme, enfin dans cette relation au pouvoir justement, puisqu'il est le peintre de la famille royale. La majeure partie de sa production, c'est de montrer justement cette puissance, la royauté, enfin voilà, et comment finalement à travers son travail. Enfin, c'est quelqu'un qui continue de peindre des gens, des pauvres, des gueux, et en même temps qui peint la famille royale. Donc, il défend comme ça un espèce de social qui est super intéressant. Et donc, dans ce tableau, en fait, le fait de se mettre lui-même en scène, en fait, ça va développer complètement tout ce dont tu viens de nous parler. Ouais, c'est ça. Et il se remet en scène dans son rôle justement de presque de personne qui va bouleverser notre imaginaire à cette époque-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire en même temps, il se met devant pour montrer que c'est lui qui réalise le tableau, donc pour aussi affirmer, voilà. Et en même temps, il se met finalement devant le roi. Enfin, voilà, il y a une espèce de double lecture. Alors, c'est toujours pareil. Voilà, l'artiste prend sa place finalement. C'est ça, mais ces lectures sont toujours un peu compliquées puisque voilà, rétrospectivement, on a envie d'ajouter des choses qui n'étaient peut-être pas présentes à l'époque. C'est ça, c'est toujours compliqué. Et puis après, il y a cette histoire du chambellan au fond là qui s'appelle Velázquez aussi, et d'où part le point de fuite du tableau. Enfin, et le point de fuite normalement, c'est Dieu, le roi. Voilà, normalement le point de fuite. Ça bouleverse à l'époque, voilà, ça doit être le roi. Bon, en tout cas, merci pour cette description de l'œuvre, Mathieu. On va prendre un peu les réactions autour de la table. Alors, justement, Benjamin, je t'en prie, vas-y, parle un petit peu de ce tableau. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi, déjà, quand t'as dit que c'était ta claque, je connaissais pas. Ah. J'ai vu le tableau, intéressant. Peut-être. J'ai vu le tableau, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Moi, ça m'a pas touché. Après, tout ce qui est peinture, généralement, c'est pas trop mon domaine, quoi. Donc, je suis pas trop touché par tout ça. Par contre, du coup, je me suis vachement... j'ai fait pas mal de recherches, comme tout ce que vous avez dit sur l'origine du tableau, sur Velázquez. Et je trouve que la proposition est vraiment très intéressante, comme vous avez dit. Le couple, le roi et la reine qui sont dans le petit miroir, alors que le tableau fait je sais plus combien de mètres de hauteur. 3 mètres, ouais, c'est ça. 3 mètres de hauteur. Du coup, ils sont vraiment tout petits dans ce tableau. C'était une commande. Ils sont flous en plus. Oui. Alors qu'ils pourraient être nets, mais ils sont rendus flous. Oui. Ouais. Alors après, c'est aussi dans sa technique. Finalement, il crée aussi un flou de profondeur de cheval. Mais c'est vrai que le couple royal n'aimait pas tant que ça être peint. Non, il y a ça aussi. qu'ils n'étaient pas forcément très beaux. Ouais, mais ça reste quand même un tableau qu'ils ont demandé. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est super intéressant dans le sens où c'est une commande. Après, bon, il y a quand même la fille au premier plan. Oui, bien sûr.
Je pense qu'à la base, c'est que c'était un tableau de l'infante et que du coup, ils sont un peu au fond, ils sont contents, quoi. J'en sais rien. Non, mais en tout cas, je comprends qu'on puisse ne pas être subjugué. Ouais, subjugué. Et bon, après, je remets pas du tout en cause le travail. Et j'imagine que si je l'avais vu au Prado aussi, alors, je pense qu'il y a l'immensité qu'il a, là, j'aurais fait. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Je me souviens de 2-3 tableaux que j'ai vus au Louvre où je pensais pas qu'ils étaient aussi grands. Ouais. Quand je les ai vus devant moi, je me suis dit, je sais même pas comment ils ont fait pour peindre ça, quoi. Ouais, du coup, c'est vrai que ça prend une vraie dimension. Ça, c'est le petit bonus sympa avec la peinture, c'est qu'effectivement, ça prend tout son sens quand on est face au tableau. Ouais, quand ça sort des bouquins. Exactement. Ouais, il y a toujours des problèmes d'impression, de repos. Et puis surtout les détails, c'est-à-dire que vous pouvez être à 20 cm de la toile comme vous pouvez être à 5 mètres. Et ça change tout. Chose qui est désormais impossible avec la Joconde de nos jours. Les tableaux qu'on peut plus, et du coup, en plus chez Velázquez, on en a parlé rapidement, mais c'est hyper intéressant, sa technique picturale. C'est presque de l'impressionnisme avant l'heure. L'impressionnisme, c'est 400 ans plus tard quand même. Non, 200 ans. Parce qu'on est obligé d'être loin en fait pour pouvoir. C'est ça, c'est qu'en fait il a une touche très dynamique et justement pas du tout dans la tradition. Les Italiens sont plutôt en train de s'échiner justement à reproduire les drapés, alors que lui finalement en 3-4 coups de pinceau. Il fait ça et c'est magnifique. Ludwig, Jordan, peut-être un mot sur cette œuvre ? Alors oui, moi j'adore cette œuvre, contrairement à Benjamin qui ne la connaissait pas. Je l'aime quand même. Oui, c'est vrai, tu l'aimes, ça c'est vrai. Mais j'ai eu un peu la même claque que toi, je l'ai connu aussi dans les manuels, un petit peu d'histoire de l'art, ceci, cela. Je ne l'ai pas encore vu en vrai, j'aimerais bien aller à Madrid, je ne suis jamais allé encore, notamment pour aller au Prado. Je vous conseille, c'est vraiment un musée magnifique. Et moi je trouve qu'il y a 2 claques pour ce tableau, c'est-à-dire qu'en fait on a la première claque quand on découvre l'œuvre. C'est-à-dire qu'on est fasciné par sa beauté, on est fasciné par son attraction un peu magique, mais en fait cette magie, elle est totalement maîtrisée. C'est-à-dire que ce qui est encore plus passionnant à propos de cette œuvre, c'est de voir les analyses, de l'interpréter. Moi, ce qui me choque aussi dans cette œuvre, c'est la précision presque scientifique qu'elle apporte, quoi. Ouais, c'est clair qu'il y a une précision chirurgicale au niveau de la composition, ça c'est sûr. Mais ne serait-ce que par exemple le fait d'avoir cette ligne de fuite qui est intentionnellement basée sur un garde, comment dire. Alors c'est le chambellan de la reine. D'accord. Voilà. On disait qu'il s'appelle Velázquez, donc il y a peut-être un petit parallèle à faire avec. Oui, c'est vrai. Il y a une espèce d'homonyme. On a un aller-retour. Et donc finalement, c'est une œuvre qui est virtuose et qui est clairement presque une mise en abîme elle-même de la peinture, notamment aussi parce que Velázquez fait référence à 2 autres tableaux qui sont dans la partie supérieure du tableau et qui sont aussi en quelque sorte ses idoles. Ouais. Et alors c'est lesquels de tableaux ? Alors moi, je ne m'en souviens. C'est un tableau de Rubens. Le tableau de Rubens, ouais. D'accord. Naissance d'Ovide et... Je n'ai pas le nom de... Mais on vous invite à aller voir ce tableau et à faire vos recherches. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des tableaux aussi qui sont forcément bourrés de symboles. Et il se trouve que ces 2 tableaux, en fait, sont dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'ils véhiculent plus ou moins les mêmes messages. Qui sont ? Alors, je sais plus. On vous amène à aller chercher un petit peu plus loin pour soyez curieux. Consulter. Voilà. Ludwig, peut-être un mot sur cette œuvre ? Alors, c'est un tableau immense, à la fois au sens propre comme au figuré. Et je trouve vraiment formidable pour ce tableau, c'est vraiment la démarche de l'artiste, du peintre, qui s'incruste carrément sur cette commande. Alors que donc, voilà, c'est un portrait royal. Ouais. Par exemple, en photographie, quand on fait un travail de commande, il faut vraiment représenter la personne. Et là, de vraiment oser s'incruster au travail de commande, puis surtout en termes de cadre choisi, de les rendre plus petits par rapport à tout l'espace proposé, je trouve ça assez incroyable. Puis aussi en termes de... pour représenter la lumière, les couleurs, c'est magnifique. Le réalisme, regardez le chien, je vous invite à regarder le chien, mais il a un réalisme, cet animal. Il y a le nain en fait qui le réveille, qui le secoue, mais c'est vrai que c'est poignant en fait. C'est dans un la très beau chien. Techniquement, c'est vraiment incroyable. Non, il y a vraiment de la vie dans ce tableau. Merci d'avoir échangé sur ce sujet. On va enchaîner avec ta claque, Ludwig, et je vous propose d'écouter l'extrait tout de suite. C'est parti. He thought he was trespassing, but he was invited. He knew he had gone too far. He couldn't stop.
saw exactly what she wanted him to see. Brian De Palma, the modern master of suspense, invites you to witness a seduction, a mystery, a murder. Body double. You can't believe everything you see. Alors Ludwig, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos de cette claque ? Alors, Body Double, un film de Brian De Palma, sorti en 1984. Alors, je vais vous faire un bref synopsis. Ça parle de Jay Scully, un acteur de série Z qui est un peu en galère en ce moment. Et il recherche qui est aussi atteint de claustrophobie. Il faut bien retenir ça, claustrophobe. Très important. Et un de ses camarades acteurs qui est au courant du fait qu'il est un peu en galère d'appartement, qui lui oppose d'habiter le sien, parce qu'il doit s'en sortir. Et son appartement, c'est un gigantesque appart surplombant tout Hollywood. Ouais, une maison très particulière qui rappelle la tour de Seattle. On dirait une espèce de soucoupe qui surplombe la vallée. Ouais, tout à fait. Et puis il dit, mais il y a un petit bonus avec cet appartement, c'est viens voir, j'ai une longue vue et tu verras qu'il y aura ma voisine. Alors cette voisine-là, elle est fascinante parce que tous les soirs, à 20h précises, elle te fait une danse sexy. Tu vois, c'est le petit bonus. Donc il monte, donc Jay qui est comme ça, elle est, oh c'est incroyable tout ça. Et effectivement, tous les soirs, à 20h précises, elle fait cette danse. Et donc il est complètement fasciné par cette femme. Il prend l'habitude de la regarder. Voilà, et c'est que au fur et à mesure qu'il observe, il voit que il y a une autre personne aussi qui l'observe. C'est un Indien qui travaille sur les chantiers d'antenne. Et il voit qu'à un moment donné, elle se fait poursuivre par cet Indien. Et à la suite de ça, c'est comme ça qu'il commence à se rapprocher d'elle et tout. Et un de ces quatre, lorsqu'il observe de nouveau, il voit que l'Indien a entré par effraction chez elle et il l'assassine. Ouais. Donc Jake, il est le seul témoin. De manière très sordide d'ailleurs. Ouais, de manière très sordide. Puis Jake, il est le seul témoin, mais pitoyable parce que, il passe vraiment pour un gros voyeur de service. Et il se retrouve complètement embrigadé dans une espèce d'histoire de meurtre en fait. Ouais. Malgré lui, c'est ça. On va peut-être pas spoiler l'intégralité du film. Ouais, mais disons que disons qu'à un moment donné, c'est qu'il regarde un film porno et il voit qu'il y a une actrice qui fait la même danse que cette femme-là, une danse assez unique. Et pour le coup, il décide d'aller justement de voir cette fameuse actrice. Et comment il va faire ? En l'auditionnant pour un film porno. Et là, c'est là où se situe précisément ma claque. C'est qu'au moment où il passe le casting, c'est que direct, on entre dans un autre film. On voit Jake fringué vraiment comme un gentil garçon avec le pull, les lunettes, donc le geek de l'époque, qui entre dans une boîte d'échangistes remplie de gays, de femmes et tout. Et tout ça sur fond de Relax de Frankie Goes to Hollywood. Et à un moment donné, il tombe justement dans la pièce où il y a la fameuse doublure de la femme qui a été assassinée. Et au moment où il referme la porte, cette porte qui possède un miroir, et au moment où il la referme, on voit justement l'équipe technique. Et ça me rappelle un peu les Ménines, justement, l'apparition de l'auteur. C'était voulu ou pas, l'équipe technique qui apparaisse dans le champ, ou c'est juste un oubli ? Ouais, je pense que c'était vraiment voulu parce que... C'est De Palma quand même. Voilà, mais je pense que c'était effectivement voulu parce que faut voir le film. C'est au moment où il passe le casting et au moment où la scène débarque. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, ça a changé du coq à l'âne, c'est fou ça. Puis au moment où il a refait la porte, il dit, ah ouais d'accord, en fait on est rentré dans un autre film. C'est vrai qu'il a un discours tout le long du film, j'ai trouvé, De Palma, sur Hollywood, et aussi sur ces espèces de genres qui sont un peu considérés comme des bâtards pour Hollywood, qui sont le film d'horreur, puisqu'on commence avec le tournage d'un film d'horreur, et la pornographie aussi. Donc là, la mise en abîme, elle est totale, parce que le cinéma est évoqué, il est même montré directement, puisque comme tu dis, on voit l'équipe technique de Palma. Je vais enchaîner sur De Palma, justement. C'était ta première rencontre avec le réalisateur, ou tu avais déjà vu des films de lui, et notamment lesquels oui. Alors, la première fois que j'ai vu ça, c'est un de ses films, c'était Scarface. Évidemment. Scarface qui beaucoup ont mal compris le message en disant...
voilà, quand t'as le pouvoir, le manche, tu as tout. Alors qu'en fait, le vrai message, c'est non, le pouvoir est corrupteur, tu vois où ça se termine. L'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, bon. D'un autre côté, quand tu as Al Pacino qui est un acteur mais incroyable, et tout ça sur une fond de musique de Giorgio Moroder, bon, c'est sûr que ça explique tout le succès, mais ça reste quand même un film assez incroyable. Et surtout, c'est que dans la filmographie de Brian De Palma, il y a systématiquement une référence à Alfred Hitchcock. C'est vrai. Et là, dans le film, ça se voit bien au niveau du rythme et au niveau... en fait, il y a Vertigo qui est cité, il y a Rear Window, Fenêtre sur cour qui est cité. On peut pas passer à côté de ces références. Hein. Même si on connaît très peu Hitchcock, ça va forcément détonner. Voilà, et je pense que c'est le mieux que je pourrais... Pour définir le cinéma de Brian De Palma, c'est un cinéma de référence. Il y a pour les peu de plans dont je me retienne, c'est souvent des plans où en fait il fait des références justement. Si on prend par exemple Les Incorruptibles, avec cette fameuse scène de Lando qui descend, qui tombe des escaliers, on ne peut que penser qu'au cuirassé du Potemkin. C'est vrai. Mais De Palma, en fait, c'est un réalisateur qui est très apprécié, par les connaisseurs de cinéma, mais qui par contre a été complètement boudé par une partie du public américain, notamment pour Body Double. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le film n'a absolument pas marché aux États-Unis. Ah oui, parce que tout le monde s'attendait à voir un film d'horreur. Voilà, c'est qui à l'attente. On voit la bande-annonce, on se dit ce film d'horreur, on va s'éclater, tout ça. Et en fait, finalement, c'est une réflexion sur le cinéma en lui-même. Donc oui, ça fait un bide parce que les gens s'attendaient à du spectacle. D'accord. Benjamin, peut-être. Il a été fait avant ou après Scarface ? Il a été fait après, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, donc quand même, il y a des gens qui l'attendaient au tournant. Oui, mais De Palma, il avait une certaine notoriété, mais c'est vrai que le film n'a pas répondu aux attentes. Là, il y a une scène en fait où Jack embrasse justement sa voisine et apparemment le public dans les salles se serait mis à rire en fait. Pris un peu au dépourvu, alors que c'était pas vraiment l'idée de Palma à la base. Mais ça tombe comme un cheveu sur la soupe, on dirait aussi. C'est vrai, mais le cinéma de Palma, moi je trouve qu'il est toujours assez détonnant avec ce qu'on voit d'habitude et il nous surprend, quoi qu'il arrive. Ludwig d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, ton rapport à De Palma ? Est-ce que c'est un réalisateur qui t'inspire dans ce que tu fais ? Oui, Scarface notamment, ça m'a pas mal inspiré. J'avais fait une série photo qui rappelait justement l'affiche de Scarface en noir et blanc et tout, bien tranché. Tu as les noms il y en a deux qui sont publiées sur mon Instagram, ça s'appelle Interview. Et on vous invite à aller voir. Allez-y. Donc, et qu'est-ce que j'ai à d'autre aussi à propos de ça Peut-être aussi, j'aimerais te demander la question que j'aime bien poser quand on parle de film. Ce film, tu l'as vu en VF ou en VO pour la première fois ? Je l'ai vu en VF. Et alors, si tu devais choisir aujourd'hui, tu dirais VF ou VO ? VF. Faut dire, alors je suis un fervent défenseur du doublage et de comédiens et comédiennes. Durant l'époque 80-90, c'était vraiment l'âge d'or du doublage où ils prenaient vraiment le temps de bosser les traductions, choisir les bonnes voix des comédiens, la sacro labiale. Alors que de nos jours maintenant, on fait ça à la chaîne et surtout pour éviter les causes de piratage, c'est qu'ils cachent, ils ne rendent visible que le mouvement labial. Ce qui fait que pour les comédiens, c'est d'autant plus compliqué de vraiment se mettre dans la peau de l'acteur. Sur certaines productions, ça devient très très compliqué. J'ai l'impression de revenir sur la précédente émission. Oui, on en parle souvent, mais c'est un sujet très intéressant. C'est une référence. Peut-être qu'on aura une émission. C'est la mise en abîme de la claque. Exactement. Peut-être qu'on aura une émission claque spéciale doublage, qui sait. Je vais vous demander des réactions sur la table sur cette œuvre de Brian De Palma. Qui veut prendre la parole ? Peut-être Jordan ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en ayant lu une interview de Brian De Palma récemment, il disait que Body Double, il l'avait revu récemment et que cet aspect claustrophobie qu'il voulait mettre en avant dans le film, il l'avait trouvé finalement un petit peu raté et qu'il pensait que peut-être que c'était pour ça qu'à l'époque, le film n'avait pas vraiment trouvé son public. C'est intéressant. Mais finalement, le film a trouvé son public auprès des gens qui aiment De Palma ou alors des gens qui aiment le cinéma un petit peu différent, mais pas pour cet aspect-là. C'est surtout pour cet aspect mise en abîme, méta, on va prendre Body Double comme référence, et aussi pour, en quelque sorte, comme on en avait parlé, espèce de caractérisation du cinéma de référence de Brian De Palma. C'est vrai. Toi, tu l'as apprécié, le film ?
quand tu l'as vu la première fois? Ouais, moi j'ai adoré le film, notamment parce que j'adore Los Angeles et que j'adore voir Los Angeles de ces années-là. Ah oui, on est vraiment dans les années 80 là, c'est clair. Peut-être autour de la table d'autres réactions. Mathieu, est-ce que tu as eu l'occasion en toute de renseigner un petit peu sur le film? D'accord. Oui. Donc voilà, je pourrais pas vraiment m'exprimer dessus. Après, sur De Palma... On est deux, t'inquiète. Tu connais le cinéma de De Palma? Je connais le cinéma de De Palma. Après, c'est pas un de mes réalisateurs préférés. C'est pas quelqu'un que j'ai particulièrement creusé, on va dire. Ouais. Mais... Il a beaucoup travaillé sur la mise en abîme de Palma, en fait. Mais je suis conscient que c'est quelqu'un qui ne fait pas du cinéma pour faire du cinéma, mais qui regarde aussi ce qui se fait. Enfin, non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a un vrai intérêt. Néanmoins, bon, j'aurais du mal à m'exprimer. Bon, je vous invite à le regarder. Benjamin, peut-être un mot? Alors du coup, parce que Mathieu et moi, on n'a pas vu le film, Ludwig, qu'est-ce que là tu pourrais nous dire pour nous donner envie à nous, à part tout ce qu'on a dit? Moi, là. déjà, j'ai envie. Mais moi aussi, j'ai envie. Mais c'est là, comme ça, si tu dois me convaincre en, on va dire 1 minute, là, tu me dirais quoi? Si tu veux voir un peu l'envers du cinéma, surtout voir la carrière l'histoire d'un acteur de série Z qui peine à percer et qui se retrouve dans un scénario, dans une histoire digne d'un film, c'est assez retournement de cerveau. Et si tu as aimé le cinéma Hitchcockien, tu vas aimer et en ce plus, film. Ouais, parce que les hommages ont l'air sympathiques. Voilà, parce que comme tu as dit, il y a un hommage à Fenêtre sur cour, et moi, du coup, j'ai pas vu le film, hein, comme j'ai déjà dit. Mais j'ai lu le résumé et c'est vrai que c'est la première chose qui m'est venue, qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu qu'il est en train de jeter sa voisine. Et je crois qu'il n'est pas le seul à le faire en plus. Et oui, c'est ce que disait Ludwig. En fait, il y a ce personnage un peu inquiétant de l'Indien. Et donc ouais, c'est en termes de référence, c'est vraiment ce qui m'est venu. Jordan. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce film, c'est que c'est un film qui peut se regarder presque en 2 fois. Et le film fait à peu près 1h50 si je dis pas de bêtises. Vous pouvez facilement vous arrêter à la première heure, puisque la première heure, l'acteur du film, le personnage principal, qui est en fait un petit peu passif, s'il est l'homme qui regarde par la fenêtre, devient actif dans la seconde partie. C'est presque un film épisodique. C'est ça qui est aussi intéressant à regarder. C'est vrai que le film change un peu de ton à partir du milieu. Tiens, vu que ça s'appelle Body Double, t'as le premier film, sa doublure. Petite parenthèse en charentaise. Voilà, merci Ludwig. Très bien. Et ben, je vous propose une petite pause musicale avant de reprendre. C'est parti. On écoute Counting Crows du duo Alta. I've been feeling like I've been feeling like y'all don't know, it's all a no. See, y'all been told y'all born to grow, but y'all been sitting on the floors indoors in your old drawers out your window. The call of crows, falling snow that y'all ignore like morning glow. A warning sign that time do pass too fast for those who see through glass and crawling homes. Trapped in bars that hold you form like acne stars. You stole that role for acting hard, for the cold souls don't react to God. Or so you think, more so you drink, more snow and crows, no morning. Blink, 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 just think how time do pass too fast for who see through glass and crawling homes. I've been feeling like y'all don't know, it's all a no. I've been feeling like y'all don't know, it's all a no. I've been feeling like y'all don't know, it's all a no. I've been feeling like feeling like got me feeling like feeling like it's all. What he say, got 12 stops to the program. With his blockers broke his money box with his old man. Got an hour-less clock and a cover-less shock. Soapbox on the rocks with an old friend. And he talk about, oh man, what a powerful old man. To be a nod in the gut of a showman. Though the show goes on like he knows no harm. Cause he blows that nose till it froze like a snowman. Can't nobody slow him. I mean no man, cause he owns the hands that gon' choke him. Cause he know the end is approaching. Got 2 tokens in his pocket for his sockets and a boatman. The only prospect when you floating in a constant of compulsion. Say the calling crows, man. It's all a no, all a no. It's all a no, all a no. I've been feeling like y'all don't know, it's all a no. Oh, oh, oh. I've been feeling like it's all a no, all a no. Got me feeling like I've been feeling like y'all don't know, it's all a no. Oh, oh, oh. I've been feeling like feeling like got me feeling like I've been feeling like y'all don't know, it's all a no. feeling like got me feeling like
C'est venu le moment du petit clac ou pas clac, et comme on parle de représentation de l'artiste dans l'œuvre, je vous propose un clac ou pas clac spécial caméo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Moi aussi j'ai posé la même question et tu sais ce qu'on m'a répondu ? Demande pas. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête là, pauvre con ? Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ? Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, c'est con. Alors les gars, en parlant de caméo, je vais vous proposer Taxi Driver. Mathieu, clac ou pas clac, Taxi Driver ? Ouais, clac. Pardon, clac, excusez-moi. Clac, clairement. Clac. Jordan, clac ou pas clac ? Ouais, clac. Ludwig ? Giga clac. Giga clac. Benjamin ? Je ne pense pas que je l'ai vu, donc on va dire claque pour un peu se mêler Comme tout le monde. au groupe. J'ai pas envie de me faire taper. Tu te souviens pas si tu l'as vu ou tu l'as vu ? Je ne pense pas l'avoir vu. Bon, bah alors Ça parle de taxi ? Ok, Benjamin. Il y a Sabine et Thierry dedans. Alors, je propose tous les films de Woody Allen essentiellement puisqu'il se met en scène tout le temps, mais principalement un que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle Hollywood Ending. Est-ce que Hollywood Ending, Mathieu, c'est une claque pour toi ? Non. Non, pas claque. Non, pas claque. Jordan ? Alors, je n'ai pas vu Hollywood Ending. Donc. J'ai vu beaucoup de films de Woody Allen. Il y en a que j'adore, et il y en a que je m'en fiche complètement. Ouais, donc, Dont Hollywood Ending. on va dire claquounette. Claquounette, allez. Claquounette sur la filmographie de Woody Allen. Ludwig ? Ça serait pas une claque pour moi. Désolé, l'ange s'est envolé. Et Benjamin ? Moi non plus, désolé. Pas de problème. Alors, on enchaîne avec Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Clac. Claque. Ouais. Eh bien, moi, je vais dire pas claque parce que j'adore beaucoup de films de Stanley Kubrick. J'aime bien celui-là, mais je préfère regarder d'autres films de Kubrick. D'accord. Ludwig ? Ah oui, c'est une claque. Ouais. Et Benjamin ? Bon, bah, comme d'habitude, hein, je l'ai pas vu. Gangs of New York. Mathieu ? Je l'ai pas vu. Ouais. Jordan ? Moi, c'est une claque. Ludwig ? La claque qui vous prend en tripes. Benjamin ? À ton avis ? Benjamin, j'en ai une pour toi. Le Monde Perdu, Steven Spielberg. C'est le Jurassic Park, hein. Jurassic Park, le deuxième C'est opus. honteux. Le deuxième est honteux. J'ai préféré le deuxième au premier. J'ai beaucoup plus de souvenirs Ah du oui. deuxième que le premier. Donc du coup, pour moi, oui, c'est une claque. C'est une claque, très bien. Ludwig, Le Monde Perdu. Une claque, mais pas aussi forte que le premier. Jordan. J'adore Jurassic Park. Je suis même fan de Jurassic World. Donc, claque. Ouais, moi aussi, je suis bon public. Clac. Mais alors du coup, par rapport au thème, du coup, le caméo, il se fait où dans Dans le jeu... Ah ben oui, très bien. Ben, dans Le Monde Perdu, en fait, on aperçoit Steven Spielberg qui mange du popcorn, très rapidement. C'est à chaque fois, pareil, Kubrick, on le voit dans un bar, dans Eyes Wide Shut, très rapidement. C'est des toutes petites scénettes, à chaque fois. De toute façon, les caméos, D'accord. ça fonctionne toujours comme ça. Je vous propose Star Wars 3. Claque ou pas claque, Mathieu ? La revanche de Sith. Hein. Compliqué, Mi-claque. celui-là. Mitigé. Mi-claque. Claquounette ? Ouais, claquounette. pour le jeu d'Aidan Christensen. Jordan. Ouais. Alors, claque pour la prélogie. Sinon, comparé au reste, absolument pas claque. La prélogie, qu'est-ce que tu entends par la prélogie ? C'est les films sortis dans les années 2000, épisode 1, 2, 3. Il t'ont mis une claque. Donc, claque pour la prélogie, mais pas claque pour toute la saga. Ouais, c'est ça. D'accord. Ludwig. Oui, c'est la claque. C'est la claque pour la revanche des sites. Et Benjamin, tu l'as vu celui-là ? Oui. Est-ce que c'est la claque ou pas ? Oui, on va mettre claque quand même. Allez, Mais du coup, très bien. encore une fois, la même question par rapport au caméo. Alors, George trouve. Lucas, il est apparemment, j'ai lu en baron Papanoïda, en fait, il est dans le Sénat, tout simplement. Ok, Voilà. ça marche. Fenêtre sur cour, Mathieu. Méga claque. Méga claque. Jordan. Yes, méga claque Hitchcock. La famille. Ludwig. Oh bah, je vais vous dire que c'est une claque. Ouais, Ah Benjamin. bah, là, moi aussi, hein, pour le coup, j'en parlais tout à l'heure. Hein, c'est Ouais. par rapport à la référence sur Body Double, j'ai adoré ce film, c'est un de mes films préférés. C'est la première fois qu'on est tous d'accord. Mhm. Je vous en propose un autre Hitchcock, tant qu'à faire. Vertigo. Mathieu. Bon, claque. Ouais. Jordan. Même mieux que Fenêtre Ouais. sur cour. Pardon ? Non, attention les gars, ne vous lancez pas dans un débat tout de suite. Je veux l'avis de Ludwig. C'est une claque, mais vertigineuse. Hein. Merci. Oh oui. Aïe, aïe, aïe. Benjamin. La même, une claque aussi. Super. Apocalypse Now. Mathieu. Ouais, claque. Ouais. Jordan. Claque. Ludwig. Mais là, c'est la baffe de 3 heures. Ouais.
Ouais. Benjamin. Très long, mais une bonne claque Mais quand très même. bon. Ah, on est sur de la bonne grosse claque là depuis tout à l'heure. Alors c'est- attention, je les ai vus, les films. j'espère que vous n'allez pas redescendre d'un coup. Le Grand Bleu. Mathieu. Non, ouais, très sincèrement, je pense que ouais, si, c'est une claque. Une claque. Ouais, la première fois, ouais. Jordan. Le Grand Bleu avec une chaussure rouge, c'est ça là? Non. Non, en fait, en réalité, je l'ai pas vu. C'est vrai que bon. Regarde-le. Voilà. Regarde-le. C'est dans ma liste. Ludwig. Oh, voilà. Ah, c'est la belle petite nostalgie. Allez, c'était la claque. À l'époque où Besson faisait quelque chose de bien. Ça, c'était salé. Le petit coup de sel de Ludwig, ça y est. Benjamin. Et le pour Grand moi, Bleu. je l'ai pas vu. Et je t'invite à le regarder. La saga Le Seigneur des Anneaux. Mathieu. Claque. Ouais, claque. Hein. Ouais, tu sors que des classiques aussi. C'est compliqué. Jordan. Alors, je suis un nerd, mais je ne suis pas un nerd d'Heroic Fantasy ou. Donc moi, c'est pas claque. Tristesse infinie. Je préfère cette mise les en batailles scène. dans la galaxie. Oui, mais rien que pour les apparitions de Peter Jackson en mangeur de carottes dans le premier, c'est génial. Ludwig, claque ou pas claque? Alors, vous allez rire, la première fois que j'ai vu ce film au cinéma, tout premier, je me suis endormi devant. Merci. Mais pour le reste, c'est une claque. Hein. Au moins, tu as eu la chance de le découvrir au cinéma. Benjamin, claque ou pas claque? Alors, je me suis endormi devant le premier, devant le deuxième, la première fois que je les ai vus. Donc, je suis avec toi. On est tous Mais ensemble. c'est une grosse claque aussi parce que ils sont très très bons et ils ont pas si mal vieilli que ça. Ils sont encore vachement regardables, contrairement au Hobbit justement qui, pour le coup, pas bof quoi. Je l'avais pas mis dans la liste le Hobbit, bizarrement. Parce qu'il n'y a pas de caméo. Voilà. Je vous propose À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Ouais, si. Alors, après, c'est toujours pareil, remis dans un Remis dans son contexte, contexte. quand tu le vois la première fois, enfin, si. Clair. Jordan. Si, c'est la claque. C'est la nouvelle vague, c'est l'espèce de romantisme de ces temps-là. C'est Gene Seberg qui nous parle en français. Voilà, magnifique. Ludwig. Alors, objectivement parlant, c'est une claque. Subjectivement parlant, pour moi, ça ne l'est pas. Tu peux développer un petit peu? Disons que le film en lui-même, je l'ai pas aimé. Mais je reconnais qu'il y a beaucoup de talent qui ressort. D'accord. Benjamin, claque ou pas claque? Un peu comme Ludwig, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais il m'a pas marqué. Mais après, oui, quand je l'ai vu, c'est sûr, on voit ce qu'il a apporté, on voit ce qu'il a fait, et c'est un incontournable. Pour ceux qui aiment un minimum la nouvelle vague, faut l'avoir vu. On reste pas indifférent devant. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ça te fait réagir au moins. Allez, je vous propose d'accélérer un peu pour la fin. Sixième sens. Claque ou pas claque, Mathieu? Ouais, claque, ouais. Jordan. Pas claque. Ludwig. Wow, what a twist. C'est la claque. Benjamin. La même, une claque aussi. Django Unchained, Mathieu. Ouais, à fond. Jordan. Pas claque. Ludwig. La bonne claque, hein. Benjamin. J'ai bien aimé, mais pas claque. Réservoir Dogs, Mathieu. Ouais, claque. Jordan. La claque. Ludwig. La claque en Ray-Ban. Benjamin. Bon, on va rester sur des acquis, je l'ai pas vu. Très bien. Alors, j'espère qu'on va continuer comme ça. Ludwig qui fait des petites blagounettes, Benjamin qui n'a pas vu les films. Très bien. Je vous propose un film que j'aime beaucoup, qui est un petit peu moins accessible, Festen. Ouais. Claque, ouais, si, claque. Jordan. Ouais. Pas vu. Tu peux répéter le film, s'il te plaît? Festen de Thomas Winterberg, c'est un film du dogme. Ouais. J'ai pas vu. Eh, Ludwig. MDR, je l'ai pas vu. Benjamin. Non, je l'ai pas vu non plus. Ça aurait été extraordinaire. Je voulais faire une blague, mais non. Et tu en parlais tout à l'heure, le grand blond avec une chaussure noire. La claque ou pas, Mathieu? Pas la claque, mais ça reste un plaisir. Jordan. Je préfère le film Le Grand Blanc avec une chaussure rouge. non, je ne l'ai pas vu en fait. Voilà. Ludwig. Le mec qui fait des blagues dessus, il a pas revu. Ok. Oui. La claque ou pas? C'est pas une claque que tu passes un bon moment. Hein. Benjamin. C'est pas une claque, mais c'est un bon film. Je me suis bien amusé devant. 99 francs. La claque, Mathieu. Oui. Ouais. Non, pas claque. Ludwig. Ah si, une claque en termes de réalisation. T'as vraiment une identité dedans. C'est fou. Benjamin. J'ai adoré, c'est une claque. Allez, je vous en propose deux derniers. Terrible. Je vous en propose deux derniers. Les Simpsons. Oui, claque. Jordan. Claque jusqu'au film. Pour l'œuvre, quoi. Pour l'œuvre, exactement. Puis après, on lâche un peu. Hein. Ludwig. Ouais, la claque pour l'œuvre. Ouais. Et Benjamin. Pareil, claque pour l'œuvre, et après le film, j'ai lâché et j'ai pas trop accroché à la suite. Mais ça n'empêche pas que c'est une très bonne série. Un dernier un peu hors série. Les aventures de Tintin. Puisque dans Tintin, en fait, Hergé apparaît. Alors, claque ou pas claque, Mathieu? Tu veux dire en film non. Alors, oui, il apparaît dans le film Ouais, aussi, de Peter Jackson, Ouais. mais il apparaît dans les albums. Là, je vous propose de sortir un peu du carcan des films. Par rapport aux albums. Alors, Mathieu. Ouais, claque. Ouais.
Jordan. Claque pour Milou, j'adore les chiens. Ludwig. Ouais, super claque, mais par contre, j'aimerais bien savoir où se trouve le caméo de RG. Alors, Dans RG, on plusieurs le retrouve albums. dans plein d'albums en fait, dans des petites cases. Je t'invite à aller le chercher, c'est vraiment hyper marrant comme il se met en scène très très fréquemment et de manière très rapide. Benjamin. Une claque, j'adore Tintin. Super. Eh ben écoutez, merci les gars, c'était claque ou pas claque. On enchaîne avec ton extrait, Benjamin Claque. C'est parti, on écoute. Like millions of others, I'd heard Zima announce the unveiling of his final work of art. Over the years, I'd asked many times for interviews and was always rejected. Now, for whatever reason, Zima Blue had requested to speak with me. I couldn't decide whether the blue was a closer match to the sky or to the sea. Neither, really. Zima Blue. It was a precise thing. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette claque s'il te plaît ? Oui, donc on vient d'entendre l'extrait de Zima Blue, qui est un épisode d'une série sur Netflix, qui est donc la série Love, Death and Robots. Donc c'est une série de courts-métrages animés, disponible sur Netflix du coup. Produite par David Fincher. J'ai cru que j'allais dire une bêtise, mais c'est pas le cas. Et donc cet épisode-là a été tiré de la nouvelle Zima Blue and Other Stories d'Alistair Reynolds. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est une claque pour toi ? Alors, c'est une claque déjà visuellement. Je trouve que l'aspect graphique que nous offre ce court-métrage est vraiment magnifique. Moi, ça me rappelle beaucoup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour vous donner un état d'esprit, ce que pouvait proposer par exemple Samurai Jack à l'époque. D'accord. Et ce que j'ai adoré, c'est que vraiment il y a une recherche dans la composition, dans tous les plans. On peut faire pause à pas mal de moments dans l'épisode et on tombe sur quelque chose qui est visuellement bien, quoi. Ça c'est sûr. L'esthétique, c'est vrai qu'elle est très belle. Elle est très percutante dans cet épisode. Puis c'est un parti pris qui fait que au début, quand j'ai commencé l'épisode, je me suis dit c'est bizarre, et en fait je suis très vite tombé dedans. C'est justifié par l'histoire aussi, l'esthétique qu'on a, donc franchement pour moi c'était banco, quoi. Justement, parle-nous un peu plus de l'histoire et justement de la mise en abîme qui s'opère. Alors l'histoire, du coup, on suit Claire Markham qui est invitée par Zima, donc un artiste mondialement connu, pour une interview et pour lors de sa présentation de sa dernière œuvre. Donc il faut savoir que du coup Zima dans l'histoire c'est un artiste qui n'a pas donné vraiment signe de vie depuis des années, mais par contre, tout le monde le trouve fantastique, un peu comme Banksy. On ne sait pas trop qui c'est, on sait qui c'est, mais un peu comme ça. Bonne comparaison. Et donc, du coup, pendant toute l'histoire, on va suivre, on va avoir un retour sur la vie de Zima, sur son obsession sur le bleu de Zima, donc le Zima Blue, et sur la présentation de sa dernière œuvre. Et donc, je vais continuer à expliquer l'histoire parce que la mise en abîme, elle se fait à la fin. On apprend qu'en fait, Zima, c'était un robot piscine qui nettoyait du coup les piscines dans notre époque à nous, parce que l'histoire se passe dans le futur, plusieurs milliers d'années après nous. Et donc c'était un robot piscine qui était upgradé par sa propriétaire au fur et à mesure de ses lavages. Et sa propriétaire est morte. Du coup, il a été passé de propriétaire en propriétaire quand la maison a été rachetée. Et on a continué à l'upgrader jusqu'à qu'il devienne l'équivalent d'un humain doué de conscience et surtout d'émotion. Et donc à la fin... Et à partir de ce moment-là, lui-même a continué cette espèce de chemin d'amélioration de soi. Voilà, il s'est amélioré pour pouvoir aller dans les lieux les plus incongrus. On le voit qu'il peut marcher dans la lave, qu'il peut aller dans les profondeurs des océans. Il arrive même à méditer sur les anneaux de Saturne. C'est ça, il le raconte lui-même. Voilà, et donc en fait, donc, tout ça lui permet... aussi par le biais des créations de ses œuvres, de comprendre pourquoi il est obsédé par le bleu de Zima. Donc c'est la première couleur qu'il a vue quand il était un robot piscine et qu'on l'a upgradé pour pouvoir justement voir les couleurs. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il récupère la piscine et il plonge dedans devant tous les spectateurs qui attendent de voir en fait cette dernière œuvre. C'est ça, qui était invité au gala de voilà, présentation. Qui était invité au gala, bien sûr. Et il décide de se décomposer et de redevenir en fait le robot qu'il était. Le robot piscine qu'il était, ça, pour réapprécier... Il reprend sa forme originale. Il reprend sa première forme originale pour réapprécier les choses simples, qui étaient pour lui, du coup, le travail bien fait. C'est ça. Donc il refuse tout ce qu'il a appris dans sa vie. Enfin, c'est pas qu'il refuse, mais c'est tout ce qu'il a appris dans sa vie
il tire un trait dessus pour retrouver le bonheur qu'il avait d'antan. Et ça, finalement, c'est un cercle. Parce qu'en C'est fait, il avait oublié qui il était. Oui. Et il y avait cette couleur, ce bluesima, qui revenait dans chacune de ses œuvres. En fait, il y avait un petit carré bleu qui a grandi de plus en plus. Et il revient à l'origine de ce qu'il était, comme tu dis. C'est très beau comme épisode. D'ailleurs, j'ai une question pour toi sur la série. Est-ce que tu considères ça plus comme une série ou plus comme un ensemble de films, finalement? Parce que j'ai eu le réflexe de dire ce film. Mais pour toi, c'est... Pour moi, non, c'est plus une série, parce que ça reste en soi des courts-métrages. Et un court-métrage, dans le dictionnaire, ça fait moins d'1 heure, mais bon. Mais moi, par contre, je vois ça un peu comme un espèce de musée. On arrive dans une pièce, on observe les œuvres qu'on a autour, donc là, en l'occurrence, un épisode. Puis dès qu'on change de pièce, on a totalement autre chose. Et c'est exactement ce que m'a offert cette série, c'est qu'on tombe sur des choses différentes, qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui ont leur message à proposer, qui ont quelque chose à dire, et qui ont tout un intérêt, plus ou moins équivalent suivant les personnes qui regardent, mais on peut pas être indifférent par rapport à tout ce que ça propose, encore moins par rapport à cet épisode. Est-ce que je peux me permettre de faire la comparaison avec Black Mirror? Ce que proposait Black Mirror à l'époque, c'est avoir plus ou moins un contexte qui permet de lier des œuvres entre elles, mais avec une certaine liberté d'adaptation pour chacune d'entre elles, et finalement elles sont indépendantes, mais elles communiquent. Est-ce que c'est la même chose dans la série? Alors je l'ai pas ressenti comme ça, parce que comme je l'ai dit, en termes de communication, à part 2-3 petites rêves de temps en temps, mais c'est subtil et mais ça arrive plus tard dans Black Mirror. Je parle vraiment d'un univers partagé au niveau du questionnement sur la technologie. Peut-être. Faudrait que je revoie un peu tout ça pour vraiment répondre à cette question, mais oui, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Petite question, allez. VF ou VO? Moi, je les ai vus en VO, mais par contre, quand j'ai recherché l'extrait de l'épisode, je l'ai vu en VF, et la VF était très bonne facture, donc je pense que c'est pareil pour les autres épisodes de cette série. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les créateurs de la série? Je sais que le studio qui a fait cet épisode, c'est Blur Studio, et ils ont fait principalement, je crois, des cinématiques de jeux vidéo, Halo 2 Anniversary, des Assassin's Creed aussi, peut-être du Warcraft, je sais plus, j'ai regardé ça hier, c'était assez, du coup c'est très récent, donc je me souviens pas de tout, mais allez voir leur site, parce que c'est très très bien, ils ont un showreel qui montre une grosse partie de ce qu'ils ont fait. Ils ont bossé sur Deadpool aussi, pour ceux qui ont aimé Deadpool ici. Super. Donc voilà, ils ont vraiment un catalogue assez fourni, et de les voir qu'ils ont pu nous donner justement une histoire aussi belle que celle-là, moi je dis banco. D'accord. Tu vas ajouter quelque chose peut-être, Benjamin, sur cette œuvre? Vite fait, pour dire que ce que j'ai aimé du coup, c'est l'idée en fait de l'introspection de soi par rapport au travers des œuvres qu'on peut créer, parce que pour moi l'art c'est ça, c'est réussir à communiquer d'une façon différente que par les mots. C'est exactement ce que nous disait Mathieu en début d'émission. Voilà. Donner à voir. Voilà, du coup, et de nous faire réussir à nous poser, nous en tant que spectateurs, mais même les artistes quand ils font leurs œuvres, les questions qu'on n'aurait pas eu dans un discours classique. Et donc ça m'a rappelé ça, cette histoire de simplicité, je trouvais ça très intéressant, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a beaucoup de dictats, j'allais dire, mais c'est pas trop le terme, mais de conventions sociales qui fait qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes, on va dire, alors que là, du coup, il décide de balancer tout ça derrière lui et de redevenir heureux, de retrouver un état d'esprit simple, et je trouve cette image très belle. Il revient à ce qui fait son essence. Voilà, c'est ça. Merci Benjamin. Alors sur cette série, sur cet épisode, est-ce que Jordan, peut-être tu veux dire quelques mots? Oui, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié aussi. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ce soit un robot finalement qui se mette à faire de l'art. On pose la question de nos jours, est-ce que finalement, si un robot se met à faire de la peinture, est-ce que c'est toujours de l'art? Moi, je pense que oui. C'est un petit peu différent, et puis le robot qui se trouve dans cet épisode, après il est largement beaucoup plus évolué, et on le considère presque comme un humain, voire un dieu. C'est un peu l'impression que ça m'a donné. Clairement. C'est totalement ça. Du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça relie la science à l'art, mais ça reste quand même, on reste dans la contemplation, c'est-à-dire qu'on reste dans l'admiration, la contemplation. Moi, quand je pensais à Velázquez, quand je regardais l'œuvre et quand je l'analysais, ça me faisait 2 claques. C'était à peu près pareil pour cet épisode. L'animation de l'épisode, c'est pas une animation extrêmement brusque, c'est vraiment contemplatif.
C'est-à-dire qu'on pourrait découper les scènes et puis les mettre côte à côte sur un mur. Le style graphique est très on, beau à regarder. On pourrait l'admirer autant qu'en regardant l'épisode presque. Oui, c'est vrai qu'on va le dire pour détailler un peu pour nos auditeurs, un peu ce style graphique, mais on est sur quelque chose qui n'est pas tellement réaliste, avec des visages très allongés ou alors des figures très stylisées au niveau du dessin. Et des couleurs très prononcées aussi. Oui, beaucoup de contraste. Et Zima qui est très très noir, finalement, très, qui très est grand. très très grand, très impressionnant. Un monolithe. Exactement. Moi, il m'a fait penser à un monolithe. Tu fais très bien de le souligner, Jordan. Merci. C'est vrai. Quand j'y pense, oui, vous avez raison. Mathieu, peut-être quelques mots sur cette œuvre ou sur la série même. Alors, je l'ai pas vu entièrement. La série ou l'épisode ? L'épisode. D'accord. Ouais, j'ai eu le temps de le survoler un petit peu. Parce que tu t'es endormi. Non, il se trouve qu'il était déjà très tard et qu'il était vraiment temps que j'allais me coucher. Mais bon, j'ai pas voulu. Non, mais par contre, de ce que j'ai vu, en tout cas, bon, sur l'histoire, je peux pas trop m'étaler, mais en tout cas sur le côté graphique et sur le style graphique, en effet, on est vraiment dans quelque chose de très intéressant. Je trouve que, comme tu disais, Benjamin, la relation en fait à ce qu'on raconte et la façon dont on la représente, enfin, ce lien assez ténu est assez intéressant. Et sur l'ensemble de la série, là, cette idée de capsule, enfin de série dans lequel en fait on a une espèce de thématique et qui à l'intérieur les choses se déroulent. Enfin, je trouve ça très intéressant et je suis tombé sur cette série là, c'est Room 104. Ouais. Où c'est à peu près ce même système en fait où voilà c'est l'hôtel, enfin c'est l'espace en fait de l'hôtel qui sert d'histoire pour les différentes de frontières en tout cas, c'est pour les épisodes, ouais, enfin c'est en gros une chambre, un épisode, enfin. C'est très sympa. Voilà, c'est l'espèce de principe. Ouais, et je trouve ça vraiment intéressant dans l'espace en fait qui est ouvert du coup, c'est-à-dire qu'on vous dit tu peux aller de là à là et voilà, enfin en tout cas je trouve que alors, c'est pas que je pense qu'on a besoin d'un renouveau dans la série. Parce que les thématiques abordées, enfin voilà, mais en tout cas en termes de format, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant et à travers cette série, enfin voilà, je trouve que ça répond bien à justement une espèce de nouvelle exploration voilà, de ce média, comment on peut justement créer de l'intérêt autour d'une thématique et voilà, en découvrir plusieurs aspects quoi. Enfin, bon, voilà. Non, tu as totalement raison. Mais c'est très intéressant. Je te rejoins tout à fait. Ludwig, un mot peut-être sur la série ou même sur l'aspect esthétique. Vous pouvez me taper dessus, hein. Je n'ai pas pas encore vu la série ou l'épisode, mais vu comment tu me l'as résumé, Benjamin, c'est vrai que ça donne beaucoup envie, mais surtout cette idée que il s'est tout le temps cherché à s'améliorer, à créer de nouvelles choses. En fait, toujours voulu conquérir à chaque fois, à se dépasser, c'est qu'il nous oublie un petit peu ce pourquoi il était fait et qu'est-ce qui le rendait vraiment heureux. C'est surtout aussi, du coup, il s'améliore. Lui, pas les autres l'améliorent pour qu'il fasse le travail d'un robot domestique, mais lui, il s'améliore vraiment pour essayer de retrouver justement, peut-être pas, il se rend pas compte que c'est pour retrouver le bonheur qu'il avait d'antan, mais c'est pour vraiment essayer de répondre à cette obsession de cette couleur, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, et ça l'obsède, et on le voit dans toutes ses œuvres. Donc c'est, quand tu dis, du coup, il s'améliore lui-même, aussi, du coup, je trouve qu'il essaie de s'améliorer au travers de ce qu'il crée. Il y a une connivence entre les deux et on pourrait dire plein de choses. C'est vrai que là on est vraiment dans la mise en abîme parce que c'est infini. Finalement la réflexion que nous propose cet épisode est infinie. Puis ça rappelle une pratique artistique, que ce soit photographie, peinture, musicale ou quoi que ce soit, c'est que fréquemment les choses qui nous font vibrer, c'est ce qu'on a vraiment sous le nez en fait, depuis tout le début. C'est vrai. Benjamin, peut-être un petit mot, on va faire l'inverse de ce qu'a fait Ludwig tout à l'heure pour convaincre quelqu'un qui n'aurait pas vu la série. Qu'est-ce que tu dirais, très rapidement? Alors déjà, si vous avez un minimum d'intérêt pour ce qui est les arts graphiques ou même les arts de manière générale, il faut vraiment jeter un coup d'œil parce que là, donc cet épisode est un aspect graphique assez bizarre, on va dire, mais il y a vraiment de tout. On a de la 3D réaliste, on a... Bon, je vais pas trop aller sur le sujet parce que je pourrais pas trop définir tout ce qu'il y a, mais c'est voilà, si vraiment vous êtes intéressé par ça et que vous avez envie de découvrir un peu plus de choses, allez-y parce que ça se mange sans fin. Un épisode fait 10 minutes, le plus long fait 45, je crois, et c'est vers la fin, donc vous avez vraiment le temps de le voir venir. Et prenez-les comme des petites sucreries, quoi. Pas tout d'un coup, parce que vous allez passer à côté de ce que ça propose, je pense. Vraiment pas de binge-watching, non, voilà, sur la série. Pour moi, je ne vois vraiment pas comme ça, parce que par exemple, là, on vient de parler pendant 10 minutes sur cet épisode-là, avec toutes les questions qu'on a en tête, et bon, il y a des épisodes qui ne posent pas trop de questions, hein, je ne vais pas non plus mentir, mais la plupart poussent quand même à une certaine réflexion, et si on les regarde tous d'affilée,
on n'en vient pas à réfléchir comme ça, et je trouve qu'on passe vraiment à côté de quelque chose. Donc jetez-y un coup d'œil, si vous aimez pas, tant pis, mais il y a forcément un épisode dans cette série qui va vous plaire, ça c'est sûr. Merci Benjamin, et très bon conseil pour la manière de visionner tout ça. Moi, je serais assez curieux de voir la fiche technique qui a été donnée aux créateurs, à savoir quelles contraintes on leur a posées justement. Moi aussi. Ça serait super intéressant de savoir. Parce que du coup, je me demande, est-ce que c'est eux qui ont fait le scénario ou pas, en fait. Ça, j'ai pas réussi à trouver. Quand tu m'as demandé de parler du studio... Ouais. Ah oui, non, mais pardon, le scénario, oui. Mais je veux dire, à quel point on leur a dit, vous adaptez ce livre et vous faites ce que vous voulez, on leur a dit, on a pris ce livre, on a fait ça, débrouillez-vous. Là, je suis assez curieux. Mais j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Complètement. Ok, super. Et ben, je vous propose d'embrayer sur la claque de Jordan. C'est parti, on écoute l'extrait. You're not hearing voices or... No voices, but there is something. Bandersnatch was the final straw. Relax, don't do it. When you wanna go to it, relax, don't do it. It lets you see the bigger picture. Relax, don't do it. When you wanna Stefan, you're worrying me. relax, don't do it. Leave Stefan out of this. Leave Stefan. Your fate has been dictated. You're not in control. Jordan, on t'écoute pour cette claque Bandersnatch. Oui, alors c'est effectivement ma claque, je veux dire, du début de l'année. Bandersnatch, c'est un film interactif. C'est-à-dire que c'est un film qui va vous demander, comme son nom l'indique, d'être actif. C'est-à-dire que le film va vous proposer des choix pour pouvoir développer l'histoire. C'est aussi, en quelque sorte, une adaptation déjà de ce qu'on pouvait faire avec les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'on va commencer, vous allez avoir un avatar qui n'est que le héros de l'épisode qui s'appelle Stephen. Stephen, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est un Anglais qui vit dans les années 80. Il a la vingtaine. Il souhaite développer des jeux vidéo et publier le sien qui s'appelle Bandersnatch. Tiré d'un bouquin, non? Qui est lui-même adapté d'un bouquin qui est un livre dont vous êtes le héros. Il est élevé par son père et est traumatisé par la disparition de sa mère. Son but, soi-disant, ce qu'on pense au début, c'est effectivement de publier son jeu vidéo. Mais effectivement, l'histoire est bien plus complexe que ça. À partir de là, le film nous offre le choix de développer c'est-à-dire que c'est un choix, c'est permettre de développer par exemple sa vie professionnelle, ou alors plutôt sa vie familiale, ou sa vie sociale, ou alors on décide de lui faire se rendre compte à cet avatar Stephen que peut-être qu'il n'a pas de libre arbitre, pardon. Et qu'on le manipule. C'est-à-dire que peut-être qu'il va se rendre compte que c'est nous qui le manipulons, ou est-ce bien nous, ou est-ce finalement la plateforme Netflix? On peut même le dire effectivement que c'est Netflix qui le contrôle. Ça, c'était assez extraordinaire dans l'épisode. Ouais, c'est un pan de l'histoire qui est assez intéressant. Alors, justement, Black Mirror, est-ce que pour toi, l'épisode, il est vraiment à part de la série? Oui, il est définitivement à part, puisque il faut savoir que déjà, Black Mirror, comme tu l'avais un petit peu évoqué avec Love, Death and Robot, c'est une série qui se base sur toujours à peu près les mêmes thèmes, c'est-à-dire ce qu'on peut retrouver dans les romans d'anticipation, qu'est-ce qui va se passer plus tard, comment va évoluer la nouvelle technologie, ou alors est-ce que les technologies actuelles ne sont pas un frein effectivement au bon vivre C'est ça, c'est un questionnement social face aux nouvelles technologies, en fait, comment l'humain s'adapte aux nouvelles technologies. Voilà, c'est ça. Et déjà, il y a une mise en abîme à partir grâce au format, c'est-à-dire qu'ils vont essayer plusieurs choses, Black Mirror. Même si on part sur des épisodes qui ne se suivent pas, qui sont des stand-alone, donc qu'on peut totalement prendre comme des courts-métrages, ils vont faire des tentatives, et Bandersnatch, c'était une vraie tentative de mélanger à la fois le long-métrage, puisque selon les scénarios qu'on va pouvoir choisir dans le film, il va pouvoir durer 1h40. Oui, il y a 5 heures qui ont été tournées. Voilà, c'est ça. Et les plus courtes, ça va être du 40 minutes. Sachant que, effectivement, comme on est actif, est-ce que finalement on regarde vraiment un épisode d'une série, un film, ou est-ce qu'on est juste en train de jouer à un jeu vidéo, tout comme le héros
Très bonne question. T'as ressenti cette espèce d'interactivité ou t'étais vraiment dans la contemplation? Alors j'ai eu une claque. Moi, c'est toujours deux claques. C'est la claque émotionnelle. Ouais. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça excellent. Le format qu'on me proposait, en fait, c'est un format que j'aurais aimé voir, ne serait-ce que sur ma console de jeu. Et Netflix me l'offre encore plus facilement. C'est quelque chose que je n'attendais pas forcément, mais à la fois, inconsciemment, je l'ai toujours attendu. Il y a aussi le fait que ça parle de sujets tels que le jeu vidéo. Je suis un peu un gamer dans l'âme, mais un peu un rétro gamer aussi. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais bien à l'époque, c'était les consoles en 2D. Quelle était ta première console? Ma première console, c'était la Game Boy, la toute première. La bonne vieille Game Boy grise. Le bon vieux frigo. Le frigo. Bon donc, ça t'arrive encore d'y jouer aujourd'hui? Oui, bien sûr. À la Game Boy? Oui, surtout que maintenant, avec les émulateurs que l'on a sur les nouvelles consoles, c'est encore plus facile. Mais ça, c'était une autre histoire. C'est un autre débat. Mais est-ce que tu peux nous parler de la mise en abîme dans Bandersnatch? Oui. Donc déjà, je trouvais que moi, je correspondais un petit peu à ce jeune homme des années 80, fan de jeux vidéo. Mais la mise en abîme, effectivement, elle se trouve à propos des choix que l'on peut décider pour ce héros. C'est-à-dire que il y a des moments où, quand on décide de lui faire comprendre qu'il est un garçon contrôlé, un garçon ou un homme contrôlé, oui. il va se rendre compte que finalement, peut-être qu'il est dans une série Netflix, c'est-à-dire que l'action va faire en sorte qu'il va se retrouver littéralement dans une scène, dans un plateau de tournage. Oui. Ou alors, on va le rendre complètement fou, parce qu'il y a aussi le fait que ce soit un garçon traumatisé. Et en plus d'être traumatisé, on le traumatise encore plus en lui faisant se rendre compte qu'il fait partie d'un média lui-même. C'est super intéressant ça d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as choisi toi? T'as choisi de le traumatiser ou t'as choisi d'essayer de l'aider à aller dans le bon sens? Jordan, il l'a traumatisé. Benjamin, pas de jugement hâtif. Non, la vérité c'est que moi j'étais déjà paniqué pour ce jeune homme. Donc dès le début, donc je me suis dit bon, écoute, il est traumatisé par la mort de sa mère, je vais essayer de lui faire retrouver sa mère. Mais du coup, en voyant, non, ne spoilant pas, en voyant la fin que le film m'a donnée, c'est moi qui ai été traumatisé. C'est vrai que cette fin avec la mère, elle est. On la garde triste pour les spectateurs qui ne l'ont pas vu, s'il vous plaît. Mais probablement une des plus belles fins. Moi, c'est ma préférée. Voilà, moi aussi, voilà. Mais bon, après, quand on a compris comment ça marchait, et que finalement, bon, on s'attache, mais après on comprend comment le système fonctionne, on s'amuse à refaire le film plusieurs fois. Et parfois pour des détails insignifiants, à la place de nos Kellogg's, on va prendre des tartines, et puis ça va influencer C'était le premier choix à faire, ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est la phase tuto. C'est la phase tuto, exactement. Très intéressant. Tu veux développer peut-être sur cet aspect-là? Oui, et on s'amuse à totalement traumatiser ce jeune homme encore et encore et encore. Une fois qu'on a fini une première fois. En l'occurrence pour toi. D'accord. Et d'ailleurs, on parle de cinéma, mais il y a quand même une sacrée citation sur le jeu vidéo, le monde du jeu vidéo, parce qu'il est obnubilé par un concepteur de jeux vidéo et par un livre, notamment notre ami Stéphane. Oui, c'est ça. Il est omnibulé par ce livre Bandersnatch, qui est il est complètement obsédé par ce livre, et c'est aussi un problème qu'il a. D'accord. C'est-à-dire que il va devenir fou en essayant d'adapter ce livre, et ça pose la question de l'adaptation. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que adapter une œuvre, c'est en faire la même œuvre? Est-ce que par exemple... je suis pas très clair à ce niveau-là, mais... Parce qu'en plus, le créateur est devenu fou, si je dis pas de bêtises. Il y a une espèce de lien particulier qu'il entretient avec lui tout le long de l'œuvre, hein. On est d'accord? Oui, bien sûr. C'est une espèce de personnage mystique qui est jamais vraiment palpable, assez déroutant. Donc là, c'est pour ça que je te demandais, la mise en abîme, elle s'opère vraiment à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Il y a un jeu entre Stephen et cet homme-là. Bandersnatch, c'est le nom de ce livre qu'il a essayé d'adapter. Le nom de l'épisode. Qui est aussi le nom de l'épisode, qui est aussi le nom d'un lion qui se trouve être c'est le personnage qui va te faire game over dans le jeu qu'il est en train de développer. Exactement.
Dans tous les cas, quand on regardera Bandersnatch, quand on y jouera, ou quand le héros aura réussi d'adapter ce livre, il y aura un game over, il n'y aura pas de suite. C'est ça qui est intéressant. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Je peux te poser la question, allez, VF ou VO? Moi, je suis toujours dans la VO, et surtout, ce qui est intéressant avec Black Mirror, c'est que c'est une série britannique à la base, qui a été rachetée par les Américains de Netflix. Oui. Encore eux. Moi, je trouve Dès que la saison 4. Je trouve que c'est super bien. Ils font, enfin, vous savez qu'ils quand aient été rachetés. Ouais. Quand les Américains rachètent, parfois, on peut être un peu, comment dire, sur nos gardes. Oh, attention, ils vont mettre de l'argent, ceci, cela. Ils vont hollywooder un peu tout ça. Voilà. Et ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. On peut le dire. Mais par contre, ils ont gardé l'héritage britannique. Et alors moi, je mettrais des réserves quand même. Mathieu. Oui, moi tu as vu l'épisode? Alors j'ai vu l'épisode, ouais. Alors c'est bien. Ouais. C'est bien. C'est très bien. On sent qu'il y a des gens qui ont des bonnes idées, qui ont beaucoup travaillé derrière. Par contre, on sent aussi qu'il y a un gros service marketing et moi je trouve que c'est pas nécessaire. C'est du gadget. Enfin, c'est de l'infantilisation en fait. Le procédé de l'épisode. C'est en fait. pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et je suis désolé, mais Black Mirror, c'est plus Black Mirror. Depuis qu'ils ont été rachetés. Bon, je suis désolé. Mais dans le premier épisode, le Premier ministre, il doit enculer un cochon. Voilà, je vous le rappelle. C'est vrai? Oui. Oui, je vous le rappelle. Ah, je suis pas d'accord, il y a des choses horribles. Non, mais il y a des choses, non, mais je veux dire, c'est pas forcément sur les thématiques de fond. Enfin, je veux dire, ils ont gardé forcément ce qu'a fait le sel du truc, mais le discours est lissé, mais même les images sont lissées, en fait, on n'a même plus le grain, Je vais abonder dans ton sens, Mathieu. Sur un point, moi, qui me paraît essentiel, c'est que j'avais toujours beaucoup d'amertume quand je finissais un épisode de Black Mirror. Je pouvais pas en enchaîner plusieurs. J'étais assez bouleversé, et je trouve qu'il y a une morale très à l'américaine maintenant dans tous les épisodes. Forcément, il y a un puritanisme. Puritanisme, mais aussi hypocrite. Enfin, une vision de la société, une vision des relations de couple qui est vraiment à l'américaine et qui est très hypocrite. Ouais. Et bon, j'adore le cinéma américain, j'adore les séries américaines, mais ce que j'adorais dans Black Mirror, c'était que c'était britannique, justement. Justement, c'est le point, je crois que c'est ça, c'est cette subtilité qui existe entre justement ce monde britannique et ce monde américain. Ouais. Et pour moi, justement, c'était ce point de vue qui finalement était bien plus proche du nôtre, parce que les Britanniques, ils sont de l'autre côté de la Manche, quoi. Enfin, je veux dire, je me retrouvais plutôt dans les 4 premières saisons. Ouais, avec une culture et très depuis, européenne. Voilà, je me sens dépossédé. Ouais. Je sens qu'on a vendu le truc. Jordan, j'aimerais avoir ta réaction sur ça. Alors je vois de quoi tu veux parler. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire que une série, à un moment donné, elle a besoin d'un renouvellement. Le renouvellement, ici, on peut le critiquer ou pas, c'est le rachat par les Américains de Netflix. Faut savoir que déjà, Black Mirror, ça fait longtemps que c'est sur Netflix. C'est-à-dire qu'ils n'étaient peut-être pas les producteurs principaux, mais déjà, quand tu es producteur et que tu sais que ta série va être vue principalement sur Netflix, tu es déjà en quelque sorte influencé. Même si c'est vrai que les toutes premières saisons, c'était plus sur une chaîne britannique. Je ne sais pas exactement laquelle c'était. C'était sûr. Mais E-Free, un truc comme ça. Mais probablement que cette série a complètement connu son succès grâce à la plateforme Netflix déjà, dans un premier temps. Moi, je l'ai connu avant Netflix. On peut se dire que du coup, grâce à Netflix, c'est plus du bonus qu'on nous offre pour une série qui était censée être morte. C'est une problématique de plein de produits culturels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils naissent dans une espèce de liberté alternative parce que des gens ont la motivation et l'envie de sortir. Voilà, et au final, pour vivre et survivre, il faut s'adapter. Il faut vendre, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu triste la vision des choses. Voilà. Mais après, très bien. Enfin, je veux dire, il suffit juste de le enfin, voilà, moi, alors, je vais peut-être passer pour un vieux con, mais je suis quelqu'un qui est de Black Mirror avant. Voilà. Ça se comprend. On a bien compris ton point de vue. En tout cas, Benjamin, sur l'épisode. Oui, pour revenir sur l'épisode, du coup. Alors, moi, quand j'ai fait l'épisode, je savais pas qu'il serait interactif. D'accord. Donc je l'ai fait sur ma télé, je me suis posé, j'ai commencé l'épisode, et puis après j'ai vu le premier choix, donc les Sugar Pops ou je sais plus quoi. Et là je fais ouais, ok, bon, bah j'ai pas compris tout de suite, donc le temps de retrouver la télécommande, de faire oh là, c'est à moi, de cliquer, voilà. Après j'ai bien aimé l'épisode, j'ai préféré
explorer toutes les fins que vraiment voir l'épisode en tant que tel, parce que j'aimais bien le côté essayer de grappiller à droite à gauche toutes les infos qu'on a. Vraiment, l'aspect ludique était là alors. Voilà, c'est La collectionnite. Je suis resté toute une après-midi dessus pour essayer de comprendre en fait comment il fonctionnait. Ils ont gagné. Oui. Mais moi, j'ai conseillé une série Netflix juste avant aussi, hein, donc ils m'ont acheté. Et donc, du coup, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le côté où, à force de refaire les mêmes fins, on a l'impression qu'ils ont pensé au truc et du coup, on nous modifie 2-3 choses pour nous dire non, va pas par là, va par ici. On est un peu peut-être, manipulé, on met des gros guillemets. Hein. Mais j'aimais bien ce côté. On pense qu'on manipule le gars et la série à côté, elle fait non, va par ici, non, va par là. D'accord. C'est vrai. Il faut quand même rester dans l'idée que on pense qu'on agit sur l'avatar Stephen, mais on est nous-mêmes limités. Voilà, on est limité par ce que les réalisateurs ont tourné. C'est d'ailleurs, j'étais très content d'avoir fait le bon choix pour la première question qui apporte vraiment sur comment ils comptent travailler. Je m'attendais pas du tout à ça et finalement. Moi, c'est ma copine qui m'a dit fais ce choix et c'était pas le bon. J'ai fait je savais. Ah, la pauvre. Ludwig, un peu sur cette série. Alors sur cet épisode. Alors cet épisode, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir parce que je n'ai pas Netflix, hein, désolé, je suis pas un vendu. Mais disons que sur le principe. Mais disons que quand j'ai entendu parler de cet épisode-là, quand on me dit oui, c'est interactif, je me dis tiens, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit très rarement, ou du moins peut-être que par le passé ils ont essayé de le mettre, mais c'était tellement compliqué. Et bizarrement, dans le principe, ça m'a un peu rappelé les jeux vidéo de chez Quantic Dreams. Donc, Heavy Rain, Fahrenheit. C'est qu'en fait, ça existait déjà au niveau des jeux vidéo, ils l'ont appliqué. Voilà, c'est plus un jeu de QTE. C'est une expérience. Ouais. Voilà. On peut juste développer sur le QTE. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros en quoi ça consiste pour les personnes qui ne sauraient pas? Alors, ça veut dire Quick Time Event, c'est juste un événement de quelques secondes où on doit appuyer sur une touche pour agir en fait. Voilà, c'est vraiment des jeux narratifs avec une visée narrative où on est en mode spectateur. Voilà. Et avec justement, 2-3 réflexes. Voilà, et justement, ces jeux-là, c'est qu'il y a un fil rouge, mais selon comment on agit, on peut avoir plusieurs fins. Il y a des arts scénaristiques, ouais, c'est ça. Voilà. Des fins différentes. Bon, alors du coup, est-ce que tu as envie de le voir, Bandersnatch, là, maintenant qu'on en parle? Bah ouais, j'aurais bien envie de voir ça, surtout pour voir de toutes les fins possibles, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir comment ils ont pu réaliser cet épisode-là. Parce que, avec tout ce qui est raccord, tout ça, pour le problème scénaristique et même en termes de réalisation, je suis assez intéressé de voir un petit peu comment ils ont pu mettre tout ça en place. Tu sais s'il y a un making-of de Jordan? Je ne sais pas s'il y a un making-of. Par contre, je sais que pour faire cet épisode interactif, ils ont dû empiéter sur le reste de la saison qui était en train de tourner également. Et c'est pour ça que la saison qu'on a eue l'été dernier, il n'y avait que 3 épisodes et que j'ai trouvé assez moyen. Ouais. C'est pas la meilleure. Hein. Ouais. C'est même la moins bonne, je pense. C'est facilement la moins bonne, mais j'ai toujours trouvé des pistes à réfléchir à travers ces épisodes. Donc moi, je suis toujours fan. À regarder. D'accord, merci. On va enchaîner avec la claque du mois. Écoute, c'est incroyable. Insensé, vraiment, assieds-toi. Tu vas voir, écoute. Non mais sans déconner, regardez bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait penser à des petits chiens. C'est parfait, bah vous au moins vous manquez pas d'imagination. Oh, c'est génial. C'est de toute beauté. Splendide, absolument merveilleux. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ok, elle est bonne. C'était formidable, Billy. Allez, Mathieu, ta claque du mois, s'il te plaît, c'est quoi? Alors, ma claque du mois, c'est une claque qui n'est pas du mois. Donc voilà. Alors non, moi je vais vous parler juste d'un livre qui est un livre de Blake Snyder, qui est un scénariste américain qui travaille à Hollywood. Et donc, il avait sorti un livre qui s'appelait Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario. D'accord. Ce livre, il était sorti il y a 6 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin bref. Et il avait été traduit par une petite boîte d'édition parisienne, enfin bref, je sais plus ça en tête. Mais il avait été très mal traduit. Et du coup, il était très peu intéressant au final ce livre parce que du coup, on comprenait rien. Voilà. Et il se trouve que cette année, là, au mois de mars, ils ont réédité ce livre avec une bien meilleure traduction. Et avec un espèce d'appendice qui retransmet finalement les informations au niveau de l'industrie européenne, du cinéma européen. Parce que du coup, vu que c'est un américain... Donc un film de bien meilleure qualité. Un livre, pardon, de bien meilleure qualité. De bien meilleure qualité. Et alors donc, pour finir, donc, ce Blake Snyder, c'est un type qui a écrit des films pour Disney ou ce genre de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il décortique toute sa méthodologie
justement, alors évidemment dans l'idée hollywoodienne d'écriture, mais il nous montre en fait et il nous apprend comment on écrit un scénario à Hollywood. Un livre pédagogique. Voilà, mais finalement pas que pédagogique, parce que au détour de ces conversations, on apprend aussi à découvrir l'industrie du cinéma, les contraintes, voilà. Bon bah écoute, on va lire ça avec grand plaisir. Ludwig, ta claque. Alors c'est le remaster de Medieval sorti sur PS4. Alors Medieval, c'était un jeu qui était sorti en 98 sur PlayStation, et franchement ça tombe bien parce que en cette période d'Halloween, c'est que on incarne un chevalier squelette revenir d'entre les morts. Super. Et dont l'influence est fortement inspirée de Tim Burton. La musique aussi influencée par Danny Elfman. Donc c'est un excellent remaster, mais fidèle de bout en bout. Et surtout, cette musique à mi-chemin entre Danny Elfman et de chevaleresque et de l'épique, c'est magnifique. Super, merci beaucoup. Benjamin. Pour moi, c'est une série que j'ai terminée il y a pas très longtemps, c'est 6 Feet Under, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver et que du coup j'ai pu regarder. C'est disponible pour ceux qui recherchent du coup sur MyCanal. Et voilà, on suit l'histoire en fait des Fisher qui sont propriétaires d'une maison d'une pompe funèbre. Et on suit leurs aventures, plutôt leurs mésaventures. Et sur 5 saisons, pas tout le temps parfaite, mais dans la globalité, c'est très très bon. Et à la fin, vous lâchez forcément votre petite larme. Cette fin est magnifique. Jordan, ta claque. Alors moi, la claque du mois, c'est le film Alita Battle Angel de Robert Rodriguez et qui est produit par James Cameron. C'est une adaptation d'un manga des années 90 qui parle d'un robot humanoïde qui a été trouvé dans une décharge dans un monde post-apocalyptique. Et elle est recueillie par un docteur pour robots. Ce docteur va remettre en pièce ce robot qui est en fait un ange déchu qui vient d'une île flottante à travers la ville de Poubelle, en quelque sorte. Très bien. Alors bon, c'est très imagé. C'est un film d'action. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est que j'avais déjà adoré le manga à l'époque et que James Cameron, déjà à l'époque, avait adoré le manga et avait acheté les droits dès la fin des années 90. Et tous les 5 ans, on nous disait ah là, ça y est, le film, l'adaptation du manga Gun, qui est Alita Battle Angel, mais qui s'appelle Gun à la base, ça va sortir. Puis finalement, il y a Avatar. Et puis finalement, il y a un making-of de Titanic. Puis finalement, il va travailler sur Avatar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9, 10, arrive 12. Alita. Et arrive Alita Battle Angel, qu'il a fini par donner à Robert Rodriguez, qui est un réalisateur que j'adore. Et du coup, on se retrouve avec un film super péchu, très original, à la fois japonisant, mais aussi mexicanisant. Donc je le conseille définitivement, surtout qu'il n'a pas eu beaucoup de succès, ce film, au début de l'année. Une des meilleures adaptations de manga. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors moi, je vais conclure en vous proposant de regarder la série animée qui s'appelle Vinland Saga. Si vous aimez les Vikings, vous allez vous régaler. Ça travaille beaucoup sur l'imaginaire collectif qu'on peut avoir de ces petits bonshommes-là. Mais surtout, c'est très très beau. Esthétiquement, c'est très très beau. Et il y a une musique assez incroyable. Ce qui est assez surprenant quand on sait que Yutaka Yamada, il était responsable de la musique sur Bleach et Death Note, mais pas les séries animées, les films live. Donc comme quoi, on a tous le droit de se racheter. Vinland Saga, c'est sur Amazon Prime. Je vous le conseille. Merci d'avoir été avec nous pour la claque, cette émission super sympa aujourd'hui en présence de Mathieu Padois, Jordan, Ludwig, Benjamin. C'était super d'échanger avec vous sur la mise en anime. Et on se retrouve. Merci à la technique et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine claque. Salut. Side you on, you want it live, it's right here. Don't look any further while your vision is clear. A lot of fog in the mist trying to throw you a curve. All these rapping thugs getting on my last damn nerve. You eat the same piece of cake day in and day out. That tired ass flavor gets played out. Save that tiger long horn and tour around for the rest. When we rock, all the people say yes sir. We fresher than all of these Mickey niggas on the mic and scratch. You know the wiki words to match. You still playing catch up. Far behind the line trying to cut, but you wasting your time, please. Come on, dude. We the 5Ds. Superior rhyme steeds. Don't have our own style, we got styles plural. You still caught up in yesterday, stepping and fetching, getting swept away. Futuristic black, holding
the mics like soldiers hold weapons on the attack and reppin'. Cincinnati's finest, no question. And you say Queen City, Side to side. throw your hands up in the sky, wave around from side to side. We about to get fly. Side to side. Side to side. Above these other cats for me. Cold and plastic, I turn the crowd into elastic, stretching them to the net and get full to the ride. Like a periscope, seeing over normal eyesight. I rock all night so you can roll through the day. Feeling the rhythm, they hear my rhymes and delay. Get on what is needed while you just want what they want. Who gonna get jumped, John? Buck butter, bounce to my jam like blubber. We doing it for lovers while you suckle with the haters on the crossfader. Side to side. And you say Queen City. Side to side. Side to side. Side to side.